Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de poisson. Ce sont des filets de saule farcis au Saint-Jacques et crevettes poêlées. Pour cette recette, nous allons avoir donc des filets de saule, des Saint-Jacques fraîches, des crevettes fraîches également, crues, un peu de saumon fumé, 2 tranches on va dire, du citron, des échalotes et quelques herbes. Du vin blanc, un peu de fumée de poisson, de la crème, un peu de beurre, du sel, du poivre. Pour commencer, il va falloir décortiquer donc les crevettes. On enlève la tête, on enlève toute la carapace, la queue, qu'on va réserver donc sur une assiette. On va y mettre un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu de jus de citron, voilà, et on va les réserver pour tout à l'heure. On va passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc les filets de saule, donc ce sont des filets de saule moyennes, hein. Les Saint-Jacques, donc des Saint-Jacques fraîches que vous trouvez à la poissonnerie, hein. On va les couper en petits dés qu'on va également mariner avec un peu de jus de citron et des fines herbes. Un peu de sel, un peu de ciboulette qu'on va finement ciseler donc, et qu'on va rajouter donc à la marinade. On mélange délicatement le tout. Pour les filets de saule, on va les disposer bien à plat. Avec le saumon, on va tailler des petites lanières de saumon fumé qu'on va disposer sur les filets de saule, ce qui va permettre de donner donc un petit goût de fumée à cette recette. Avec les Saint-Jacques donc marinés, on va les disposer délicatement sur le saumon fumé. On va dans une poêle, dans une casserole, dans un sautoir, dans quelque chose, on va dire, d'assez plat quand même. Mettre un peu de beurre. On va ciseler donc une échalote, ciseler finement. On va rajouter donc ces échalotes dans la casserole qu'on va faire fondre à feu doux sur le coin du feu. Parallèlement à ça donc, on va rouler délicatement les filets de saule. Donc j'ai délicatement parce que le but de l'opération c'est d'y laisser donc le saumon et bien sûr les Saint-Jacques à l'intérieur. Une fois qu'ils sont tous roulés, on va les disposer donc dans la poêle de façon à faire attention qu'ils ne se déroulent pas. Donc là, on va y ajouter un peu de vin blanc, sec de préférence. Un peu de fumée de poisson. On va mettre ça à couvert. Après 6-7 minutes de cuisson, on va retirer donc la casserole du feu. On va prélever les filets de saule dans un plat qu'on va réserver au chaud en attendant de terminer la sauce. On va poêler les crevettes, un petit filet d'huile dans la poêle. On va y déposer délicatement les queues de crevettes. Une fois que le jus de cuisson a réduit de moitié, on va y ajouter un peu de crème. Voilà. On va le refaire réduire de moitié environ. En attendant, on va retourner les queues de crevettes.
On va préparer les petites herbes qu'on va rajouter au dernier moment. Donc notamment un peu de ciboulette. On va prélever un peu de thym frais. Donc pareil, hein, qui va parfumer donc, la sauce et qui va lui donner aussi un petit coup de thé printanier, quoi. On va terminer donc la sauce. On va lui rajouter une noix de beurre qu'on va incorporer délicatement sans faire rebouillir la sauce. Voilà, légèrement. Pour accompagner ce plat, moi je l'ai accompagné donc de tagliatelle. On peut également bien sûr faire du riz, un riz basmati ou alors de l'orge perlée ou des choses comme ça. Moi je fais un peu dans la simplicité afin de ne pas dénaturer le produit non plus, quoi, hein, et de lui garder toute sa saveur, parce que ce ne sont pas du riz qu'on mange ou c'est bien le poisson l'élément principal. On va légèrement donc napper très légèrement donc le poisson. On va y disposer les queues de crevettes. On va faire appel à notre sommelier qui va vous présenter donc le vin qu'il verrait bien avec. Afin de bien accompagner ce plat que Marc nous a préparé, M. Vogel, moi j'ai sélectionné un Riesling Grand Cru Zinkenfeld 99, qui est un Riesling bien minéral, qui pousse sur un sol calcaire, qui s'y prête bien avec les gambas et la sole. Bonne dégustation. À Gundershofen, le week-end de Pâques rimé avec gastronomie, l'occasion de découvrir des producteurs locaux, tels que ce stand de fromage, tenu par Marie-Thérèse. Son visage sur nos marchés du terroir commence à être connu, et pour cause, cette exploitation familiale est en plein essor. Nous avons eu envie d'en savoir plus sur la fabrication du fromage de chèvre. Pour cela, direction Obersteinbach, où sa fille Rita et son mari Pierre se sont lancés avec ardeur dans cette activité. On a démarré il y a 5 ans avec 15 chèvres, donc c'était un petit peu une passion. On a agrandi tous les ans, on a augmenté notre cheptel. Donc on est passé l'année dernière de 70 à cette année 120 chèvres laitières. 120 chèvres, 4 boucs et depuis mi-février, une centaine de chevreaux sont nés. La période des naissances conduit à une activité particulièrement intense, les chèvres nourricières pouvant produire jusqu'à 3 litres de lait par jour. Donc là, c'est des journées très très complètes. Il y a la traite le matin à 6h30 jusqu'à 10h30 à peu près, avec nourrir les chèvres, entretenir la litière. Donc on a à peu près le matin 4 heures de travail en chèvrerie. Le restant de la journée, on la passe en fromagerie. Donc il y a pour 8 à 10 heures de travail par jour en fromagerie. Et le soir, la traite également, de nouveau, il faut compter 3 heures à peu près. À cette saison, Rita et Pierre doivent également guetter les naissances. Pour cela, ils profitent d'un petit coup de pouce de la technologie. Donc il est très important qu'ils boivent le premier lait pour avoir toutes les défenses immunitaires. Que ce jeune chevreau en profite, car au bout de 2 jours, il sera séparé de sa mère afin de ne pas tarir son lait. C'est dans cette pièce qu'il rejoindra bientôt ses camarades où il sera nourri au lait en poudre et chauffé par des lampes à chaleur. On a 3 box avec différents âges. Donc ceux-là, ils ont 15 jours et là, c'est les petits derniers qui sont nés il y a 2-3 jours. Une majorité des femelles, on va les garder comme reproduction. Une partie est commandée par un autre éleveur, donc ça va partir en reproduction chez un autre éleveur. Et tous les mâles, ils vont partir à l'abattoir. Notre grande vente principale des mâles est la vente à particulier. Retour à la chèvrerie, il est 18h, c'est l'heure de la traite. Les chèvres vont rentrer dans la salle de traite par lot de 24 et puis elles sont traites tous les matins à 6h et le soir à 18h. Puis on a ration du jour, une ration le matin, une ration le soir à la salle de traite
Et ils ont également une troisième ration qu'on leur donne vers les 13 heures. Plus on fractionne, mieux il y a une digestion et plus on aura de lait. Le lait qui est tiré des chèvres, ça part directement dans le tank à l'air réfrigéré, qui reste ce soir dans le tank. On le refroidit à 4 degrés et demain matin, on en remet de la traite du matin et puis on fait du fromage avec ça. Le lait est additionné de ferments lactiques et de présure, un subtil dosage qui révélera le goût du fromage et dont Rita garde le secret. C'est l'étape dite de caillage. Après 24 heures, donc le fromage a caillé et donc tous nos fromages sont moulés à la louche. Donc le petit lait s'égoutte. Donc une fois que le petit lait a égoutté à peu près 12 heures, tous nos fromages sont retournés salés. 24 heures après le moulage, nos fromages sont démoulés, ressalés et 12 heures après sont remis en chambre froide et ça passe directement en vente. Et pour obtenir un fromage bien sec, il aura fallu 2 semaines d'affinage. Pour récapituler, quels sont les ingrédients d'un bon fromage ? Alors tout dépend déjà de l'hygiène, donc il faut avoir un lait propre. L'alimentation est très importante pour avoir un lait équilibré. Ensuite, il faut choisir les bons ferments et avoir la bonne recette pour faire le fromage. Le reste est secret, oui. Et parce que Pierre et Rita avaient peut-être peur de s'ennuyer, ils ont récemment acquis un troupeau en désaisonné. C'est-à-dire que ces chèvres mettent bas en août pour donner du lait au moment où les autres sont naturellement taries. Ça fait plus de travail, effectivement. Mais bon, il faut s'occuper aussi un petit peu en hiver. Un métier difficile, mais mené avec passion et avec l'aide de toute la famille. Bienvenue dans Actu 3V, au sommaire de ce nouveau numéro, une inquiétante affaire au parc du mini-golf à Niederbronn-les-Bains. Nous assisterons à l'inauguration par le club vosgien d'une nouvelle passerelle du côté de Dambar. Et pour terminer, nous suivrons une formation à destination des personnes âgées. Depuis quelques jours maintenant, une certaine agitation se fait sentir chez les locataires du parc du mini-golf à Niederbronn. D'après nos sources, ceci serait l'œuvre du garde-chasse, M. Greiner, chargé de dépeupler cette zone. Une affaire bien discrète aux yeux de la population, mais pas pour notre chaîne. Ce monsieur, pris par l'objectif de notre caméra, a bien voulu répondre à quelques questions. Ça nuit un petit peu à l'environnement, là. Ils mettent leurs excréments partout, ça empêche les gens de se balader comme il faut, quoi. Le choix qui a été retenu pour résoudre ce problème va vous étonner. Pour votre information, sa réponse a été filmée à son insu. C'est beau à voir aussi, mais bon, il faudrait quand même un petit peu les réduire. Et pour la technique de chasse, a priori, pas de gros soucis. Oui, là, ils viennent juste devant vous, hein. C'est top. Sur ce sujet, il est impossible aujourd'hui de vous communiquer d'où est partie cette initiative. Qu'elle soit communale, régionale ou nationale, on mène l'enquête et dans tous les cas, TV3V vous informera des dernières nouvelles. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne les canards et notre garde-chasse, une cohabitation amicale s'avère, c'est sûr, impossible. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les marcheurs du club vosgien sont toujours partants. D'autant plus que ce jeudi, l'itinéraire les menait à l'inauguration d'un nouveau pont. Située sur le Schwarzbach à proximité de l'étang Grafenweiher, cette passerelle devenue impraticable méritait d'être reconstruite. Le sentier, il relie donc pratiquement la ruine Nutzlart à l'étang de Hanau. Donc c'est très prisé, notamment par les randonneurs allemands. Et cette passerelle, ma foi, comme c'est très marécageux de part et d'autre de cette digue,
C'est le seul passage possible en évitant le maximum la route bitumée. Le passage d'une rive à l'autre ne relève désormais plus du funambulisme. Il faut dire que les bénévoles du club vosgien ne ménagent pas leurs efforts pour entretenir les sentiers et leurs aménagements. Au club vosgien de Niederbronn, nous avons 450 km d'itinéraire à entretenir. Et l'an dernier, nous avons consacré environ 1500 heures de travail bénévole pour l'entretien, le balisage. Il y a un peu de vandalisme, mais pas beaucoup. Et puis bon, il y a des gradations dues au temps. Autre modification sur ce sentier, suite à une demande de l'IGN, le balisage par trait bleu a été remplacé par des triangles de la même couleur. Promouvoir des formations et l'acquisition d'un savoir-faire pour assister les personnes âgées, tel est l'objectif du GIP, le groupement d'intérêt public Alsace Gérontologie. Ce dernier a répondu présent à l'appel du Centre communal d'action sociale de Niederbronn, confronté à une demande croissante d'assistance à domicile. Apprendre à accompagner des personnes âgées, tel est l'objectif de cette formation qui réunit une dizaine de bénévoles. Vous voyez, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que moi je fais? Je me mets justement à côté, je lui demande de mettre la canne, éventuellement pour que la canne ne glisse pas, et je me mets comme ça et je l'aide. Pour ce deuxième jour de formation, Irène Martz, kinésithérapeute, a enseigné des gestes pratiques de motricité. Le professeur Kunzmann s'est ensuite penché sur l'aspect relationnel. Nous avons surtout essayé aujourd'hui d'aborder les maladies que peuvent avoir un certain nombre de ces personnes et qui nécessitent un comportement du bénévole qui soit tout à fait adapté aux besoins et à l'attente de ces malades. Alors, il s'agit en particulier des malades qui sont atteints de maladies d'Alzheimer ou de maladies de même ordre et qui, de ce fait, ont besoin d'une attention toute particulière en tenant compte de leurs habitudes, en tenant compte de leurs activités, de leur milieu de vie. La formation aborde également le thème de la motivation, car être bénévole, ça ne s'improvise pas. C'est important de savoir où on met les pieds, parce que notre objectif, c'est qu'il y ait une pérennité, une durée, et pas que des gens y aillent avec leur bon cœur et se retrouvent complètement épuisés au bout de quelque temps. Nous ne sommes pas un organisme de formation, mais nous cherchons à promouvoir les formations de manière à ce que toutes les formations nécessaires au bien de la population, au bien-être de la population soient assurées de façon convenable. Et il y a des progrès à faire dans beaucoup de domaines. Et les bénévoles sont une ressource tout à fait considérable dans la mesure où ils ont du temps libre et que ce temps libre peut servir à la personne qui est servie, mais aussi leur apporter à eux-mêmes un certain nombre de satisfactions dans l'action qu'ils mènent. Du côté des participants, on en tire déjà les premières leçons. Ne pas s'imposer et essayer de les connaître, d'y aller doucement, de faire des activités qu'ils aimeraient faire eux, avoir beaucoup de patience et prendre le temps de connaître cette personne et cheminer ensemble tout doucement. Une formation échelonnée sur 6 semaines qui permettra de faciliter le quotidien de l'aidant et de la personne âgée.